La sentence tomba dans le bureau surchauffé de la psychologue scolaire avec la lourdeur d'une pierre tombale. Monsieur Moreau, le mutisme sélectif d'Inaya n'est plus une phase. C'est une forteresse. Et si nous ne trouvons pas la clé, elle risque de s'y emmurer pour de bon. Julien sentit le sol se dérober. Dehors, Paris bruissait, indifférente, une symphonie de klaxons et de sirènes qui semblait se moquer du silence assourdissant qui dévorait la vie de sa fille. Inaya, assise à côté de lui, balançait ses pieds, qui ne touchèrent pas le sol. Son regard de jet perdu dans les motifs du tapis. À 6 ans, ses grands yeux expressifs racontaient des mondes entiers, des galaxies de joie et de peurs enfantines, mais sa bouche restait obstinément scellée. Le silence n'était pas vide. Il était plein. Plein du départ de sa mère, Éléonore, 2 ans plus tôt. Un départ net, froid, professionnel, comme la clôture d'un dossier. Depuis, Julien, graphiste en freelance luttant pour joindre les deux bouts, était devenu un archéologue de l'âme, cherchant inlassablement le moindre fossile de son, la moindre vibration vocale chez son enfant. En vain. Ce soir-là, en rentrant dans leurs petits 2 pièces sous les toits, l'absence de mots pesait plus lourd que jamais. C'était un monstre invisible, assis à leur table, qui rongeait leur vie. Et Julien ne savait plus comment le combattre. Le vieil immeuble haussmannien du 14e arrondissement était un personnage à part entière dans leur vie. Ses couloirs sentèrent la cire et le temps qui passe. Au rez-de-chaussée, trônant dans sa loge comme une reine sur un royaume de boîtes, aux lettres et de paillassons, régnait Madame Dubois. Veuve depuis une décennie, le verbe haut et le regard perçant, elle était la mémoire vivante de l'édifice. Pour Julien, elle n'était au départ qu'une source de contraintes, les poubelles, à sortir à heure fixe, le bruit à modérer après 22 heures. Elle observait son manège quotidien avec une curiosité qui frisait l'indiscrétion, ses yeux plissés suivant le père et sa fillette silencieuse chaque fois qu'ils franchissèrent le porche. Toujours muette, la petite, lui avait-elle lancé un jour, sans méchanceté apparente, mais avec une franchise qui avait piqué Julien au vif. Il avait hoché la tête, pressant la main d'Inaya dans la sienne, accélérant le pas vers l'escalier en colimaçon. Il se sentait jugé, un père inadéquat dont l'échec était visible aux yeux de tous. Pourtant, Inaya n'était pas effrayée par Madame Dubois. Au contraire, tandis que Julien voyait une commère potentielle, sa fille semblait percevoir autre chose. Peut-être la solitude qui se cachait derrière les rides sévères, ou la tendresse dissimulée sous le ton bourru. Le point de bascule fut un après-midi de pluie. Julien était submergé par un projet urgent, les doigts crispés sur sa souris, le visage blême de fatigue. Inaya, délaissée, s'était approchée de la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. C'est là qu'elle l'avait vu, un gros chat gris, placide et majestueux, se toilettant méticuleusement à l'abri sous le porche de la loge. Les yeux d'Inaya s'illuminèrent. Elle tira doucement sur la manche de son père, le doigt pointé vers la fenêtre. Pour la première fois depuis des mois, un son franchit la barrière de ses lèvres, un minuscule « oh » de surprise et d'émerveillement. C'était moins qu'un souffle. Mais pour Julien, ce fut un coup de tonnerre. Il suivit son regard et comprit. Le chat appartenait à Madame Dubois. Il s'appelait Grisou et était le véritable maître des lieux. Les jours suivants, un rituel silencieux s'installa. En rentrant de l'école, Inaya s'arrêtait systématiquement devant la porte vitrée de la loge, espérant apercevoir le félin. Madame Dubois, feignant de trier son courrier, observait la petite fille. Elle ne lui posait aucune question. Elle ne la pressait pas. Un jour, elle ouvrit simplement sa porte. « Il aime bien les gratouilles derrière les oreilles », dit-elle, en désignant Grisou, qui bâillait sur un coussin. Inaya hésita, regardant son père en quête d'approbation. Julien, méfiant mais désespéré, acquiesça d'un signe de tête. Lentement, la fillette entra dans l'antre de la concierge. L'endroit sentait le café fort, le papier jauni et un parfum indéfinissable de lavande. C'était un univers à des années-lumière de leur appartement moderne, mais impersonnel. Inaya s'accroupit et tendit une main tremblante vers le chat. Grisou, après un instant d'inspection, vint se frotter contre ses doigts. Un sourire, un vrai, éclata sur le visage d'Inaya. Il illumina la pièce. De sa loge, Madame Dubois observait la scène, et pour la première fois, Julien ne vit plus une concierge revêche, mais une alliée inattendue. Une gardienne qui, peut-être, ne veillait pas seulement sur l'immeuble, mais aussi sur le silence de sa fille. Elle avait ouvert une porte, non seulement celle de sa loge, mais aussi celle de sa chambre. Elle avait ouvert une porte, non seulement celle de sa loge, mais aussi celle de sa chambre. Elle avait ouvert une porte, non seulement celle de sa loge, mais aussi celle de sa chambre. Elle avait ouvert une porte, non seulement celle de sa loge, mais aussi celle de sa chambre. Elle avait ouvert une porte, non seulement celle de sa loge, mais aussi celle de sa chambre. Elle avait ouvert une porte, non seulement celle de sa loge, mais aussi celle de sa chambre. Elle avait ouvert une porte, non seulement celle de sa loge, mais aussi celle de sa chambre. Elle avait ouvert une porte, non seulement celle de sa loge, mais aussi celle de sa chambre. Elle avait ouvert une porte, non seulement celle de sa loge, mais aussi celle de sa chambre. Elle avait ouvert une porte, non seulement celle de sa loge, mais aussi celle de sa chambre. Elle avait ouvert une porte, non seulement celle de sa loge, mais aussi celle de sa chambre. Elle avait ouvert une porte, non seulement celle de sa loge, mais aussi celle de sa chambre. Elle avait ouvert une porte, non seulement celle de sa loge, mais aussi celle de sa chambre. Elle avait o
mais peut-être aussi celle de la prison où Inaya s'était enfermée. La loge de Madame Dubois devint le refuge d'Inaya. Chaque jour après l'école, elle y passait une heure, sous le regard bienveillant de Julien qui l'attendait sur le banc de la cour. Une confiance tacite s'était installée entre le jeune père et la vieille femme. Il avait fini par lui raconter, par bribes, l'histoire d'Éléonore, de son ambition dévorante, de sa difficulté à endosser le rôle de mère, et de sa lettre d'adieu qui ressemblait plus à un mémo d'entreprise qu'à un cri du cœur. Madame Dubois écoutait sans juger, en servant du café trop fort dans des tasses ébréchées. « Les enfants sont des éponges, mon pauvre monsieur, » avait-elle soupiré. « Ils absorbent nos peines et nos silences. Elle ne parle pas parce que vous criez votre douleur sans faire de bruit. » La phrase avait frappé Julien en plein cœur. Dans la loge, une autre forme de communication se développait. Madame Dubois ne demandait rien à Inaya. Elle lui parlait, simplement. Elle lui racontait des anecdotes sur les habitants de l'immeuble, des histoires de son mari, un cheminot qui connaissait toutes les gares de France, ou des bêtises de Grisou quand il était chaton. Elle lui montrait ses plantes, lui apprenait à reconnaître le chant du merle dans la cour. Et Inaya écoutait. Elle répondait avec ses yeux, avec des hochements de tête, et surtout, avec ses dessins. Sur le coin de la table de la cuisine de Madame Dubois, elle dessinait. Elle dessinait Grisou dormant en boule, les pigeons sur le rebord de la fenêtre, et même le visage de la concierge, avec ses rides profondes qui ressemblaient à des rivières sur une carte. Un jour, alors que Madame Dubois racontait une histoire, particulièrement drôle à propos d'un voisin qui avait coincé son parapluie dans la porte, un son s'échappa de la gorge d'Inaya. Un petit rire étouffé, cristallin, presque irréel. Madame Dubois s'arrêta net, le souffle coupé. Elles se regardèrent. La fillette porta aussitôt la main à sa bouche, comme si elle avait commis une faute. Mais la vieille femme lui sourit, avec une infinie douceur. « Ça fait du bien, n'est-ce pas, de laisser sortir la musique ?» Julien, qui avait tout entendu depuis la cour, sentit des larmes de soulagement piquer ses yeux. C'était une victoire. Une petite brèche dans la muraille de Chine du silence. Encouragé, il changea son approche. Inspiré par la patience de Madame Dubois, il cessa de bombarder Inaya de questions. Il se mit à lui parler de sa journée de travail, de ses doutes, de ses joies, sans attendre de réponse. Il lui décrivait les couleurs qu'il choisissait pour un logo, lui lisait des poèmes à voix haute avant de dormir. Il meublait le silence non plus avec l'anxiété, mais avec la vie. Et lentement, très lentement, Inaya commença à interagir. Elle lui montrait des objets du doigt en le regardant avec insistance, attendant qu'il les nomme. Elle émettait des sons, des onomatopées, pour exprimer son accord ou son mécontentement. La forteresse se fissurait de toutes parts. Ils n'avaient pas encore trouvé la clé, mais ils avaient découvert que les murs n'étaient peut-être pas si épais. Ils étaient en fait de chagrin, et le chagrin, avec assez d'amour et de patience, pouvait se dissoudre. Le fragile équilibre fut pulvérisé par un email. 3 lignes, aussi froides et précises qu'un rapport boursier. Éléonore. Elle serait à Paris pour affaires pendant 48 heures la semaine suivante. Elle souhaitait allouer une plage horaire pour voir Inaya. Le monde de Julien bascula. La colère, qu'il croyait avoir enterrée, remonta comme une bile amère. 2 ans. 2 ans de silence radio, hormis les virements automatiques pour la pension alimentaire. Et maintenant, elle voulait une plage horaire. Il se confia à Madame Dubois, arpentant sa loge comme un lion en cage. « Qu'est-ce que je fais? Si je refuse, je suis un monstre. Si j'accepte, j'ai peur que ça la détruise. Elle va si bien en ce moment. » La vieille dame posa sa main ridée sur son bras. « Vous ne pouvez pas la protéger de sa mère toute sa vie. La petite a besoin de fermer cette porte, ou de la rouvrir, mais elle doit le faire elle-même. Soyez là pour elle, c'est tout ce qui compte. » Le jour J, l'appartement semblait chargé d'électricité statique. Julien avait habillé Inaya de sa plus jolie robe, un geste absurde pour tenter de masquer son angoisse. Quand la sonnette retentit, son cœur manqua un battement. Éléonore se tenait sur le palier. Impeccable. Tailleur pantalon griffé, chignon strict, un parfum cher flottant autour d'elle comme une armure invisible. Elle était belle, mais d'une beauté glaciale, lointaine. Son regard balaya l'appartement, avec une moue presque imperceptible de désapprobation avant de se poser sur Inaya.
qui se cachait derrière les jambes de son père. « Bonjour Inaya », dit-elle d'une voix polie, mais sans chaleur. Elle lui tendit un paquet cadeau surdimensionné. « Je t'ai apporté quelque chose. » C'était une poupée de collection. Un objet magnifique mais froid, qu'un enfant n'oserait même pas toucher. Inaya ne bougea pas. Elle s'agrippa plus fort à Julien, le visage enfoui dans son pantalon. La rencontre fut un supplice. Éléonore tenta de poser des questions, mais son ton était celui d'une auditrice en mission. « Comment se passe l'école? As-tu de bonnes notes? Te fais-tu des amis ?» Des questions auxquelles Inaya ne pouvait, ou ne voulait, pas répondre. Le silence de sa fille semblait irriter Éléonore. Elle le prenait pour un affront personnel. « Franchement, Julien, c'est ridicule. Elle ne dit toujours rien. Tu devrais être plus ferme avec elle. » La remarque fut la goutte d'eau. Une fois Inaya couchée, après une heure de tension insoutenable, la dispute éclata. À voix basse, mais avec une violence contenue qui faisait trembler les murs. « Ferme? Tu oses me parler de fermeté? Où étais-tu pendant les 1000 nuits où elle pleurait en silence? Où étais-tu quand je devais expliquer à la maîtresse pourquoi ma fille ne chantait pas avec les autres ?» La voix de Julien était brisée par la rage et la douleur. « J'avais une carrière à construire, » rétorqua Éléonore. « Quelque chose que tu ne peux pas comprendre, toi, avec tes petits contrats. Je subvenais à vos besoins. On n'avait pas besoin de ton argent. On avait besoin de toi. Inaya avait besoin de sa mère. » La colère monta d'un cran. Un vase posé sur une commode, heurté par un geste rageur de Julien, tomba et se brisa sur le parquet. Le bruit du verre fracassé résonna dans le silence, soudain. Et dans ce silence, ils la virent. Debout dans l'encadrement de la porte de sa chambre, Inaya les regardait, ses grands yeux noyés de terreur. La scène de son abandon originel se rejouait sous ses yeux. Le temps sembla se figer. Le fracas du vase s'évanouit pour laisser place à un silence bien plus terrible, un silence rempli par la peur panique d'une enfant. Inaya tremblait de tous ses membres, ses petites mains serrées en poing, son regard allant de son père défait à sa mère pétrifiée. C'est à cet instant que le barrage d'Éléonore céda. Toute son assurance, son armure de femme d'affaires invincible, tout son contrôle méticuleux s'effondrèrent d'un seul coup. Dans les yeux de sa fille, elle ne vit pas de la rancune ou un caprice, mais le reflet de sa propre faillite. Elle vit l'abîme qu'elle avait creusé. Les larmes, qu'elle retenait depuis des années, commencèrent à couler sur ses joues, ruinant son maquillage parfait. Elles n'étaient pas silencieuses. Elles étaient accompagnées de sanglots rauques, incontrôlables, qui la secouaient entièrement. Elle tomba à genoux, son tailleur coûteux froissant sur le sol, incapable de supporter le poids de son propre regard dans celui de son enfant. « Pardon », murmura-t-elle dans un souffle. « Oh, mon bébé, pardon. » Julien, sortant de sa stupeur, fit un pas vers Inaya pour la prendre dans ses bras, pour la protéger de ce spectacle de désolation. Mais Inaya ne recula pas. Fascinée par cette mère soudainement fragile, vulnérable, humaine, elle fit un pas en avant, puis un autre. Elle s'approcha de la femme effondrée qui était sa mère. Elle leva une petite main et la posa doucement sur la joue humide d'Éléonore. Le contact fut comme une décharge électrique. Éléonore leva la tête, ses yeux brouillés de larmes rencontrant le regard infiniment profond de sa fille. Et c'est alors que le miracle se produisit. Dans le silence de l'appartement, une petite voix, fragile et un peu rouillée par le manque d'usage, s'éleva. Un seul mot. Un mot qui contenait 2 ans de manque, de douleur, de questions et d'amour refoulés. Maman. Le mot flotta dans l'air, pur, absolu, dévastateur. Il brisa le dernier fragment du cœur de glace d'Éléonore. Ses sanglots redoublèrent, mais c'étaient maintenant des larmes de libération. Elle attira Inaya contre elle, la serrant avec une force désespérée, enfouissant son visage dans les cheveux de sa fille, répétant son nom encore et encore entre les hoquets. Julien s'agenouilla à leur côté, posant ses mains sur elles deux, et pleura avec elles. Les larmes du père, de la mère et de l'enfant se mêlèrent sur le parquet, au milieu des débris de verre, lavant enfin la peine qui les avait si longtemps séparés. Éléonore n'a pas pris son avion le lendemain, ni le surlendemain. Elle a posé un congé sans solde, annulé ses rendez-vous et loué une chambre d'hôtel à proximité. Le chemin était long et incertain. Il y aurait des psychologues, des discussions difficiles, des moments de doute, mais quelque chose d'irréversible s'était produit.
La première pierre d'un nouveau pont avait été posée. Quelques semaines plus tard, un dimanche après-midi ensoleillé, Julien observait depuis la fenêtre de son salon. Dans la cour, Inaya, la main dans celle de sa mère, riait aux éclats en tendant un brin d'herbe au chat grisou. Elle parlait. Pas beaucoup, par petites phrases hésitantes, mais elle parlait. De sa loge, Madame Dubois les regardait avec un petit sourire satisfait. Éléonore leva les yeux vers la fenêtre de Julien. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait pas encore de pardon total, pas de retour à la normale, mais il y avait une promesse. La promesse fragile et précieuse d'un recommencement. Le silence avait enfin été vaincu, non par des cris, mais par le son doux et puissant d'une voix d'enfant et les larmes d'une mère qui apprenait enfin à aimer.